Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Bienvenue à ce webinaire qui porte sur la gestion des eaux sur un angle copropriété, donc voir comment les copropriétés peuvent contribuer à améliorer la meilleure gestion des eaux. Pour ce qui concerne ce webinaire, deux mots. Comme vous le percevez, votre caméra ainsi que votre micro est désactivé. Par contre, je vous invite à interagir avec les intervenants via le chat et plus spécialement l'onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos réponses dans ce espace et on vous répondra. Donc, peut-être me présenter très rapidement. J'ai directement embrayé sur les slides. Moi, je suis Sophia Prodovovalakis, conseillère à l'Agence parisienne du climat et je vais animer ce webinaire et je suis accompagnée par mon collègue Mathias Sanchez qui répondra à vos questions dans le chat et éventuellement aussi interviendra pour les questions. Pour ce qui concerne le programme, une petite introduction sur l'Agence parisienne du climat et après nos deux intervenants. J'en profite pour les présenter Monsieur Sébastien Derieux de l'Agence de l'eau et Seine-Normandie, qui va nous parler des enjeux de la gestion de l'eau, ainsi que Monsieur Julien Dubilly, chargé de mission à l'association Espace. Ensuite, il y aura une session questions-réponses. Tout de même, si vous voulez, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme j'ai dit, soit mon collègue vous répondra dans le chat, soit je transmettrai vos questions directement aux intervenants. Voilà pour le déroulé. Ensuite, les quelques mots sur l'Agence parisienne du climat. Nous sommes une association créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris afin d'accompagner la ville dans la mise en place du plan climat. Nous intervenons sur plusieurs différentes thématiques, tout en lien avec le changement climatique, que ce soit sur des questions du bâtiment et des économies d'énergie, sur des questions de qualité de l'air, de consommation, de déchets, et aussi tout ce qui est eau. Notamment comment économiser l'eau, mais aussi comment mieux gérer l'eau. On travaille aussi sur la végétalisation et notamment sur tout ce qui peut toucher à la transition écologique de la ville. Et nos publics sont différents, c'est donc soit du grand public, tel que ce webinaire où tous les Parisiens sont invités à y participer, soit ensuite les acteurs économiques et aussi des professionnels du bâtiment notamment, et aussi les décideurs locaux, vu qu'aujourd'hui, on a une activité territorialisée. Plus concrètement, nos activités, on propose différents événements, que ce soit sous format d'ateliers de sensibilisation, notamment aux éco-gestes. On organise aussi des conférences thématiques, que ce soit en format webinaire ou en présentiel. Et aussi, on héberge au sein de notre structure différents dispositifs tels que le défi des clics pour accompagner les particuliers à la réduction de leur consommation d'eau, énergie et production de déchets. Nous faisons aussi un travail d'écriture d'articles, de publication, toujours sur un angle le plus pédagogue possible afin de rendre toutes ces informations digestes. N'hésitez pas à consulter notre site, vous allez tout trouver. Mais ensuite, le cœur de métier, c'est vraiment tout ce qui touche au bâtiment et donc la rénovation énergétique, mais aussi, comme on va voir aujourd'hui, à tous les enjeux annexes. La mobilité, on s'intéresse aussi, mais aussi tout ce qui est gestion des eaux et donc végétalisation, récupération de l'eau, etc. Nous faisons du conseil auprès des particuliers, nous organisons différents événements autour de ces thématiques et surtout, on a un accompagnement des copropriétés qui ont des projets de transition écologique. Que ce soit des projets de mobilité, comme par exemple tout ce qui est IRVE, mais aussi des projets de végétalisation et encore mieux des projets globaux qui visent d'une part à augmenter, à diminuer plutôt les consommations d'énergie auprès des habitants et en parallèle faire émerger des projets
vertueux pour la transition écologique, dont fait partie la végétalisation et la gestion des eaux. Donc, comment se passe cet accompagnement? C'est via notre plateforme Coach CoPro, donc c'est une plateforme clé pour la transition écologique des copropriétés. Sur cette plateforme, je vous invite à la consulter, vous allez trouver un centre de ressources très fourni. On a aussi un annuaire des professionnels qui travaillent dans le secteur de la transition écologique, en lien avec les copropriétés toujours, hein, et aussi vous pouvez trouver la carte des copropriétés rénovées. Vous allez voir, si, tout ça c'est des hyperliens, vous pouvez cliquer dessus, je vais vous envoyer tout à l'heure la présentation et vous allez pouvoir donc accéder à ces ressources-là. Et donc la carte des copropriétés rénovées permet de voir les différents projets qui ont déjà abouti sur Paris en termes de transition écologique. Et prochainement, on aura aussi un filtre sur tout ce qui est végétalisation. Ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Donc, si vous êtes en copropriété et que vous voulez initier un projet, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur Coach CoPro. Aujourd'hui, à l'Agence parisienne du climat, on a une activité territorialisée, donc chaque arrondissement a un conseiller qui est là pour vous accompagner tout au long de votre projet que ce soit du tout début de la réflexion. Ensuite, si vous passez en phase audit énergétique ou diagnostic plus généralement, on est là pour vous accompagner. On est aussi la porte d'entrée pour les subventions de la ville de Paris. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire sur cette plateforme. Et alors, mon collègue responsable de votre arrondissement prendra contact avec vous afin de faire le point sur votre projet. Donc voilà, on est là pour les copropriétaires, mais aussi pour les professionnels, pour les accompagner dans leur montée en compétences autour de la transition écologique. Donc c'est pour cela qu'on organise aussi beaucoup d'événements à leur destination. Je dis ça parce que je sais qu'il y a peut-être des professionnels parmi vous. Donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de Coach CoPro. Voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas à prendre contact avec l'Agence parisienne du climat, soit en vous inscrivant directement sur Coach CoPro, soit en écrivant à cette adresse mail que vous pouvez voir, donc info-conseil@apc-paris.com avec vos questions, ou même prendre rendez-vous pour pouvoir parler avec un conseiller. Voilà, je précise que pour pouvoir accéder à ces diapos, je vais vous demander de répondre à un petit questionnaire à la fin du webinaire et en complétant le questionnaire, vous allez renseigner votre adresse mail et ainsi, je vais pouvoir vous envoyer par la suite ces diapositives, mais aussi les diapos de nos intervenants. Voilà, et donc je vais maintenant laisser la place à notre invité, Monsieur Sébastien Derieux, de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Monsieur Derieux, je vous laisse vous présenter et voilà, c'est à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Bon, j'ai retrouvé le micro. Vous voyez également ma présentation? Très bien, oui. Donc Sébastien Dorieux, je suis chargé d'opération à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et l'Agence parisienne du climat m'a convié aujourd'hui, et je la remercie, pour présenter les aides financières que l'Agence de l'eau, qui est un établissement public, peut apporter aux copropriétés pour toutes les opérations qu'elle va pouvoir mener sur son site, que ce soit toutes les opérations qui concernent la gestion de l'eau. Donc, l'agence de l'eau, tout d'abord, rapidement, c'est un établissement public. Donc, il y a 6 agences en France. Ce sont des établissements publics qui dépendent du ministère de la Transition écologique et qui assurent une mission d'intérêt général qui vise à protéger et à préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. Donc, Paris est situé sur sur le bassin de la Seine, et donc l'agence de l'eau qui s'occupe de la ville de Paris est l'agence de l'eau Seine-Normandie.
Donc, les agences de l'eau fonctionnent un peu comme un principe de mutuelle. Elles perçoivent des redevances sur vos factures d'eau. Alors, vous ne les voyez pas forcément si vous êtes en copropriété, mais sur une part de votre facture d'eau est la redevance agence de l'eau qui est perçue parce que vous prélevez de l'eau, vous la consommez et vous la rejetez. Donc, c'est le principe du pollueur-payeur. Vous polluez l'eau, donc qui va être retraitée après en station d'épuration, donc vous payez pour qu'on puisse la dépolluer. Mais ces redevances que vous apportez à l'agence de l'eau, qui sont prélevées annuellement sur vos factures d'eau, vont permettre d'apporter des aides euh, aux maîtres d'ouvrage, aux collectivités, aux bailleurs sociaux, aux copropriétés, aux acteurs économiques, pour financer des actions qui visent à maintenir le bon état des eaux. Alors, c'est-à-dire le bon état des eaux, ce qu'on entend par là, c'est le bon état des fleuves, des rivières et également des nappes souterraines. Donc voilà, donc c'est un principe de mutuelle. On prélève les redevances sur tous les consommateurs et les préleveurs d'eau et on reverse à ceux qui font la demande, qui ont des projets. Donc, pourquoi l'Agence de l'eau, qui est un établissement public, s'occupe de la gestion des eaux pluviales? Donc, sur vos copropriétés, c'est vraiment ce focus-là sur lequel on va parler aujourd'hui. Alors, quand il pleut, vous avez des avaloirs de voirie, des bouches d'égout, on peut également dire. Les eaux pluviales ruissellent sur la voirie, tombent dans les bouches d'égout et s'engouffrent sous la chaussée, sous laquelle circulent les réseaux d'assainissement. Donc les eaux pluviales tombent dans le réseau d'assainissement qui se mélange, qui transporte, lui, les eaux usées qui proviennent des toilettes, des salles de bain, des machines à laver. Donc ces eaux usées sont transportées vers les stations d'épuration. Les eaux pluviales viennent dans ces réseaux d'assainissement, se mélangent aux eaux usées et sont transportées vers la station d'épuration. Mais quand il pleut, le réseau monte en charge. Et pour ne pas que les bouches d'égout sur la voirie sautent, il existe le long des réseaux d'assainissement ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. C'est des trop-pleins en fait, qui vont déverser vers le milieu naturel, vers la rivière, les eaux excédentaires du réseau d'assainissement. Et ces eaux excédentaires, ce sont des eaux polluées parce que ce sont des eaux pluviales qui se sont mélangées aux eaux usées. Donc, c'est un peu le même principe qu'un trop-plein dans un lavabo ou dans une baignoire. Pour ne pas que ça déborde, il y a un trop-plein qui déverse vers le milieu naturel. Donc, vous voyez, on a une carte de la région Île-de-France, de la petite couronne surtout, et tous ces points rouges, ce sont tous les petits déversoirs, enfin les petits ou gros déversoirs d'orage, en général ce sont plutôt des gros déversoirs d'orage, qui sont situés sur la Seine et la Marne, et qui déversent tout le temps, quasiment, dès qu'il pleut, vers la Seine. Donc on va essayer de ne pas envoyer ces eaux polluées vers le milieu naturel. Et pour ça, comme on ne peut pas enlever les eaux usées, parce que les eaux usées sont transportées vers les stations d'épuration pour être dépolluées, on essaie d'enlever les eaux de pluie. Et pour enlever les eaux de pluie, eh ben, on va essayer de les capter, de les conserver au plus près de l'endroit où elles tombent. Alors, ça ne va pas concerner toutes les pluies. On ne va pas essayer de conserver dans vos aménagements toutes les pluies pour ne pas les envoyer dans le réseau d'assainissement. Ce qu'on va essayer de conserver, ce sont la plus grande partie des pluies, et la plus grande partie des pluies sur l'Île-de-France, et entre autres sur Paris, sont représentées par des pluies qui font 8 mm. Alors 8 mm, vous voyez, c'est une lame d'eau en fait, une lame d'eau de 8 mm, donc c'est plus petit qu'un centimètre, donc vous voyez, c'est pas énorme, sur une surface. Donc si on arrive à capter toutes ces pluies qui font moins de 8 mm, sans les envoyer vers les avaloirs de voirie et vers le réseau d'assainissement, on aura géré 80% du volume annuel, 80% de la problématique. Donc 80% du volume annuel de la pluie qui tombe sur l'Île-de-France chaque année ne sera plus envoyé dans les réseaux d'assainissement si on arrive à la gérer au plus près dans l'endroit où elle tombe. Ensuite, les fortes pluies, pour ne pas inonder les espaces, alors bien sûr, on va pouvoir toujours continuer à les envoyer vers les réseaux d'assainissement et de temps en temps, malheureusement, le milieu naturel sera pollué par des fortes pluies. Mais ce qu'on appelle fortes pluies, souvent, ce sont des pluies qui n'arrivent qu'une fois tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Donc voilà, il y a un risque de pollution qu'une fois tous les 10 ans, peut-être, du milieu naturel. Donc le plus important, c'est de gérer toutes les petites pluies qui tombent sans les envoyer vers le réseau d'assainissement. Alors, comment on va pouvoir gérer? Alors, il faut que vous essayiez
de vous projeter sur votre copropriété. Il y a des similitudes entre une ville et une copropriété, je veux dire. Vous avez des bâtiments, donc sur vos copropriétés, vous avez sans doute des toits qui peuvent être plats ou pentus. Les toits plats, ben, il y a des solutions de végétalisation des toitures qui vont permettre justement cette végétalisation de capter l'eau pluviale avant qu'elle ne parte au réseau, avant qu'elle ne descende vers les gouttières et qu'elle ne parte au réseau. Donc là, il y a le panel de toutes les solutions qu'on va pouvoir mettre en place et que l'agence de l'eau va pouvoir financer, que ce soit dans une collectivité ou dans une copropriété. Et toutes ces solutions vont permettre de ne plus envoyer les petites pluies vers le réseau d'assainissement et on aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, géré 80% du volume annuel. Donc, les différentes solutions en partant du haut sont les toitures végétalisées. Ça peut être des espaces verts que vous avez sur les espaces communs dans les copropriétés. Ça peut être des parkings aujourd'hui qui sont imperméabilisés et qu'on peut perméabiliser en mettant des pavés enherbés, en envoyant les eaux vers les espaces verts. Voilà, c'est toute une solution qui va permettre de gérer au plus près de l'endroit où la pluie va tomber, la pluie, pour l'infiltrer. Donc, quelques exemples. Alors, ce sont surtout des exemples en ville, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut essayer de vous projeter dans une copropriété. Alors, Monsieur Divilly, tout à l'heure, va vous présenter beaucoup plus d'exemples. Moi, ça reste sur l'angle apport de subventions, parce que l'agence de l'eau va pouvoir vous apporter des subventions pour vos travaux. Donc, quelques exemples, des pavés enherbés. Vous voyez, la pluie va pouvoir s'infiltrer dans les joints entre les pavés et ne plus partir, ne plus ruisseler sur la surface pour partir au réseau. Elle va s'infiltrer directement vers le sous-sol. On a des espaces verts là sur un grand parking. Alors, ce n'est pas une copropriété, mais ça pourrait être un parking de copropriété. La pluie ruisselle sur les places de parking et va ruisseler jusqu'aux espaces verts qui vont infiltrer la pluie. Et cette pluie-là ne va plus partir au réseau d'assainissement. Donc là, on ne va pas seulement infiltrer les petites pluies, on va même pouvoir infiltrer les fortes pluies. Et donc, on aura quasiment géré tout le problème, toutes les pluies, sans les envoyer au réseau d'assainissement, sans risque de saturer le réseau et d'envoyer les eaux polluées vers le milieu naturel. Une des solutions, comme je l'ai présenté tout à l'heure, ce sont les toitures végétalisées. Quand une copropriété décide de refaire sa toiture, en général, on refait sa toiture parce que l'étanchéité est fatiguée et abîmée. Donc, lors de la restructuration de la toiture, lorsque vous décidez de refaire des travaux d'étanchéité de toiture, il y a une possibilité, c'est de refaire l'étanchéité, comme prévu, mais au lieu de mettre ou bien une étanchéité nue, c'est avec du goudron, ou bien une étanchéité recouverte de gravier, c'est de mettre une toiture végétalisée. Alors, il y a plusieurs intérêts. Dès que le substrat sur la toiture va faire plus de 8 cm, donc 8 cm, ce n'est pas énorme comme épaisseur de toiture végétalisée, vous allez pouvoir gérer 80% toujours de la pluviométrie, et c'est un des critères d'éligibilité aux aides de l'agence de l'eau. Donc l'agence de l'eau va pouvoir vous subventionner vos toitures végétalisées dès lors que 8 cm de substrat sont installés. Alors bien sûr, on n'est pas forcé d'avoir des vrais jardins comme on voit sur la photo en haut à gauche. On peut avoir des toitures avec du sédum, qui sont des plantes grasses en fait. Dès 8 cm, les plantes poussent et ces plantes sont résistantes à la chaleur, à la sécheresse et également aux excès d'eau. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles vont pouvoir vivre sans trop d'entretien. Bien sûr, il y a toujours un minimum d'entretien, comme sur tous les espaces verts, pour enlever les plantes indésirables et pour vérifier qu'il y a une bonne pousse sur tous les quelques premières années. Une petite illustration que j'ai reprise sur le site de l'Agence parisienne du climat. Un autre intérêt d'installer une toiture végétalisée, il y a plusieurs intérêts. C'est que ça protège l'étanchéité. Donc, votre étanchéité va durer plus longtemps parce qu'il y a des membranes anti-racines entre l'étanchéité et la toiture végétalisée. Donc, on protège l'étanchéité des variations de température, d'ensoleillement, de neige. Et ça protège également, entre autres le dernier étage, des excès de chaleur. Il y a eu des études qui ont été menées sur un toit nu, la différence de température entre un toit nu et un toit végétalisé, on a plus de 40 degrés de différence de température entre les deux toits. Donc, vous voyez, c'est un intérêt vraiment très intéressant pour l'isolation thermique des bâtiments également. Donc, ces toits peuvent être ou bien des toits avec du sédum, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec très peu de substrat, mais si la copropriété, si le bâtiment
le permet, on peut mettre beaucoup plus de substrat et pourquoi pas en faire des espaces de convivialité, des espaces partagés avec de l'agriculture urbaine. Bon, bien sûr, ça, ce sont des professionnels qui ont monté ce toit, mais on est parti d'un toit nu. Un substrat a été installé sur une quinzaine de centimètres, et sur ce substrat, des rangées de toiture, des rangées de cultures sont ensuite mises, 20 centimètres de plus, qu'on peut voir, les rangées, pour pouvoir faire de l'agriculture urbaine. Donc ça, on peut complètement imaginer cela sur une copropriété si la portance du bâtiment le permet. D'autres travaux peuvent être envisagés pour gérer la pluie. S'il n'y a pas possibilité de végétaliser la toiture, il y a peut-être possibilité, avec les descentes d'eau, les gouttières qui sont le long des bâtiments, de les déconnecter. La plupart du temps, les descentes d'eau qui sont le long du bâtiment, ou bien elles s'enfoncent dans le bâtiment au niveau du R+0, R+1 ou au niveau du rez-de-chaussée, elle s'enfonce dans le bâtiment pour rejoindre le sous-sol. Et au sous-sol, vous avez ce qu'on appelle des pompes de relevage. Donc, c'est des pompes qui vont renvoyer les eaux pluviales vers le réseau d'assainissement. Donc, pour soulager le réseau encore, si les descentes d'eau sont extérieures et si les études de faisabilité le montrent, on peut sortir ces descentes d'eau qui sont vers le bâtiment pour les envoyer vers un espace vert, si vous avez un espace vert attenant à votre bâtiment, en laissant une petite marge ou en mettant une étanchéité au pied du bâtiment, envoyer ces eaux pluviales de la toiture vers des espaces verts et ces eaux pluviales vont pouvoir s'infiltrer dans l'espace et ne plus être envoyées au réseau d'assainissement. Après, on peut prévoir des trop-pleins en toiture pour continuer à envoyer des eaux excédentaires, les très fortes pluies, vers le réseau d'assainissement. Quelques habitudes sur cette photomontage, des habitudes quand vous faites des travaux sur vos espaces publics dans une copropriété. Donc là, c'est une vue d'une collectivité, mais il faut toujours essayer de vous projeter sur votre collectivité, sur votre copropriété. Si vous avez des espaces verts et des espaces imperméabilisés, les espaces verts qui vont être en point bas de vos espaces imperméabilisés, il faut qu'ils puissent permettre d'infiltrer les eaux pluviales, justement. Là, vous voyez sur cette photo, c'est vraiment tous les contre-exemples. Cette photo permet de montrer tous les contre-exemples. Vous avez des pieds d'armes avec des magnifiques bordures autour pour ne pas que l'eau pluviale, sans doute, aille dedans, aille profiter aux arbres. Par contre, cette eau pluviale va rejoindre le caniveau et va rejoindre les avaloirs de voirie. Alors qu'au point haut, l'aménagement n'a pas prévu de bordure, alors qu'il y a très peu d'eau pluviale qui va pouvoir ruisseler dans ces pieds d'arbre. Donc, supprimer les bordures pour pouvoir infiltrer directement une partie des eaux pluviales. C'est là que c'est intéressant. Donc, un autre exemple, vous avez un alignement d'arbres sur une voirie. Alors après, vous allez peut-être voir la ville autrement, hein, après ce que je vous ai montré. Donc, les eaux pluviales ruissellent sur le trottoir. Et vous voyez, vous imaginez très bien que les eaux pluviales vont ruisseler sur le trottoir, vont rejoindre le caniveau. Le caniveau, il va envoyer vers une bouche d'égout, vers un avaloir. Il suffit de végétaliser les pieds d'arbres. C'est un aménagement qui a été réalisé sur la ville de Caen. On végétalise les pieds d'arbres, ça profite aux arbres, ça permet d'infiltrer les eaux pluviales directement et on n'envoie plus toutes les eaux qui tombent sur les trottoirs, on ne les envoie plus vers le réseau d'assainissement. Donc, on dit qu'on a déconnecté le trottoir du réseau d'assainissement pour toutes les pluies qui tombent. Donc, c'est un double intérêt. Ça rafraîchit la ville, ça fait donc des îlots de fraîcheur, ça fait de la végétalisation en ville, ce qui est quand même plus agréable que des trottoirs nus, et ça permet de gérer les eaux pluviales. Et ça profite à la végétation. Ça permet également de recharger les nappes si on est en contact directement avec le sous-sol. Donc ça a vraiment plusieurs intérêts. Des contre-exemples qui ne sont pas du tout à envisager, parce que encore une magnifique bordure le long d'un espace vert qui a été refait sur les Hauts-de-Seine, les eaux pluviales du trottoir vont ne pas pouvoir rejoindre les espaces verts, vont pas pouvoir arroser naturellement les espaces verts, et ces eaux pluviales vont ruisseler pour rejoindre le caniveau un peu plus loin. Pareil sur un parking, un petit espace vert qui avait été installé, mais cet espace vert a été installé en point haut, c'est-à-dire qu'une bordure, et les eaux pluviales ne peuvent pas ruisseler toujours vers ces espaces infiltrants. Donc d'autres exemples. Un autre exemple, on pourrait croire que l'aménagement est intéressant parce qu'on a un parking, les eaux pluviales peuvent ruisseler vers les espaces verts, vers cette noue d'infiltration. Alors une noue, c'est un espace vert
légèrement creux, qui va pouvoir infiltrer et monter un peu en charge le temps que les eaux pluviales s'infiltrent. Mais l'aménageur a installé un trop-plein, une grille, en point bas de l'anneau. C'est-à-dire que les eaux pluviales qui vont ruisseler risquent de ruisseler dans le fond de noue et partir directement au réseau d'assainissement. Alors, il est toujours intéressant de mettre des trop-pleins, mais il ne faut pas les mettre en fond d'espace vert parce qu'on les surélève un petit peu. Comme ça, l'espace vert a le temps de monter en charge, d'infiltrer. Et vraiment, en cas de forte pluie, ça surverse par la grille vers le réseau d'assainissement. Alors, l'agence de l'eau, comme je l'ai dit, apporte des subventions qui seront complémentaires aux subventions que la ville de Paris pourrait vous apporter. Euh, L'Agence parisienne du climat, tout à l'heure, dans son préambule, a précisé qu'il y avait des aides possibles de la ville de Paris. Donc, l'Agence de l'eau est un autre établissement public qui va pouvoir également vous apporter des aides. Donc, les travaux que vous feriez sur vos copropriétés sont éligibles selon des critères d'éligibilité. Donc, il y a plusieurs critères. Il y en a un que je n'ai pas noté, que je l'ai noté plus tard, c'est de ne pas avoir réalisé les travaux, de ne pas avoir commencé les travaux avant de solliciter les aides de l'agence de l'eau. Ensuite, les travaux sont éligibles si vous réduisez les volumes d'eau envoyés au réseau d'assainissement. C'est-à-dire que avant travaux, les pluies ruisselaient vers un avaloir, vers une bouche d'égout pour rejoindre le réseau. Après travaux, les pluies vont ruisseler vers un espace infiltrant. Donc, c'est-à-dire qu'on réduit les volumes d'eau qui sont collectés vers le réseau. Ça, c'est une des conditions d'éligibilité. Et pour cela, il faut que ça soit au moins le cas pour les pluies courantes. Alors, les pluies courantes, ce sont les petites pluies, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font 8 mm. C'est toutes les pluies qu'on rencontre couramment. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait zéro rejet au réseau d'assainissement pour les petites pluies. Ces pluies courantes, elles doivent être gérées, comme je viens de le dire, sur des surfaces non imperméabilisées à ciel ouvert. C'est-à-dire que ça peut être des surfaces végétalisées. Donc, végétalisées, ce n'est pas imperméabilisé. Ou ça peut être également des surfaces non imperméabilisées, mais seulement perméables, c'est-à-dire des bétons drainants. Donc, l'eau tombe sur le béton qui est poreux et s'infiltre. Ça peut être également des pavés enherbés, comme on l'a vu. Il y a encore d'autres solutions donc, qui sont non imperméabilisées. Donc, mon collègue Julien Dibilly va vous présenter d'autres exemples après. Quand on dit à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il faut que ça, depuis la surface, les eaux tombent, ruissellent sur une surface imperméabilisée pour s'infiltrer directement, sans passer par un tuyau, donc à ciel ouvert, depuis la surface vers l'ouvrage infiltrant. Elles peuvent être également stockées, ces eaux pluviales, pour réutilisation. C'est également une des possibilités, c'est plus compliqué à mettre en place, mais c'est une des possibilités. Enfin, la condition d'éligibilité pour les toitures végétalisées, l'agence de l'eau demande à un critère, impose un minimum de substrat d'une épaisseur de 8 cm. Parce qu'en dessous de 8 cm, on ne peut pas gérer les eaux de pluie. Donc, dès que vous avez 8 cm d'épaisseur de substrat, alors ça ne comprend pas les plantations, ça ne comprend pas la couche drainante en dessous, on parle bien juste du substrat. À partir de 8 cm, votre toiture peut être éligible aux aides de l'agence de l'eau. Quel type d'aide on peut apporter? Alors, quand vous avez une copropriété, avant de vous lancer dans des travaux, en général, il est bon de faire une étude spécifique de gestion des eaux pluviales. Alors, ça peut toucher ou bien juste la toiture, une étude spécifique, savoir si vous allez pouvoir végétaliser votre toiture, c'est les études de portance, les zones à végétaliser, il y a les édicules techniques, les sorties ascenseurs, les skydomes. Voilà, donc une étude de faisabilité qui peut être faite par un architecte pour une toiture, ou également des études de faisabilité pour vos espaces extérieurs. Vous avez des chemins piétons, des parkings extérieurs dans votre copropriété. Il est intéressant de faire intervenir un bureau d'études qui va étudier les pentes, les réseaux d'assainissement, les espaces verts, voir comment vous pouvez déconnecter vos eaux pluviales de vos surfaces pour les envoyer directement en infiltration et pour pouvoir obtenir sans doute des aides de l'agence de l'eau. Alors, ces études peuvent être financées jusqu'à 50%. Donc, si la copropriété a une étude qui vaut 10 000 euros, l'agence de l'eau apportera 5 000 euros de concours financiers à cette étude. Donc, l'étude ne reviendra plus qu'à 5 000 euros pour la copropriété. Les travaux qui font suite aux études il y a plusieurs montants d'aide.
Alors, ces montants d'aide, j'ai fait un petit résumé. Il faut surtout retenir que pour une toiture végétalisée, c'est 60 € au maximum par mètre carré végétalisé. Pour les toitures avec une grosse épaisseur de substrat, au moins 25 cm, là, on peut monter jusqu'à 100 € par mètre carré de toiture végétalisée. Sur ces 60 et ces 100 €, qui sont des montants maximum, si vos coûts de travaux coûtent moins, on aidera moins, on aidera jusqu'à la limite de vos coûts de travaux. Il y a toujours un pourcentage d'aide de 80%. Donc en fait, au final, une toiture qui ferait 10 cm, qui aurait 10 cm de substrat, on aiderait à 48 € maximum au mètre carré végétalisé. 8 x 6, 48. Voilà. Les autres surfaces, donc vous avez des montants maximum pour les toitures végétalisées. Les autres surfaces, donc ce sont les surfaces extérieures, les espaces piétons, les parkings, etc. Les aides peuvent évoluer entre 30 et 100 € par mètre carré, toujours fois 80%. Alors, 30 à 100 €, ça dépend en fait de l'aménagement. Pour pouvoir augmenter, comme je l'ai mis, le montant de l'aide financière, donc pour pouvoir tendre vers 100 € par mètre carré, l'Agence de l'eau souhaite que vous aménagiez des espaces de pleine terre, donc de ne pas supprimer la pleine terre les espaces de pleine terre qui peuvent exister dans votre copropriété. Par exemple, une densification en construisant un nouveau bâtiment sur un jardin, vous supprimez de la pleine terre et là, vous n'aurez pas le maximum d'aide. Vous risquez d'avoir seulement 30 € par mètre carré si vous mettez une toiture végétalisée sur le nouveau bâtiment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de conserver ou d'augmenter les surfaces de pleine terre. Donc, on peut débitumer vos espaces piétonniers et rajouter des espaces de jardin. Il faut essayer de végétaliser au maximum les surfaces qui étaient imperméabilisées avant. Des solutions qui permettent de gérer les pluies fortes, c'est-à-dire les pluies fortes, ce sont les pluies au-delà de la pluie annuelle. Ça, les bureaux d'études peuvent vous renseigner, peuvent vous aider là-dessus. Donc, essayez de ne pas infiltrer que les toutes petites pluies, mais également infiltrer les fortes pluies. Et ensuite, pour une toiture végétalisée, comme je l'ai montré avant, pour avoir 100 € par mètre carré, il faut essayer d'avoir au moins 25 cm de substrat. Alors, ce n'est pas forcément évident sur des bâtiments existants. Voilà. Plus vous mettez de la verdure, plus vous mettez de la biodiversité, de la pleine terre, du substrat épais, plus l'Agence de l'eau sera à mesure de vous aider et plus forte sera la subvention. Comment se passe le dépôt d'un dossier de demande de subvention? Ce n'est pas très compliqué. Quand une copropriété a un projet, je l'invite à prendre contact avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Alors, pour la ville de Paris, c'est moi votre contact, pour me présenter le projet. Alors, il faut que déjà le projet soit un peu mûr. Il ne faut pas juste que vous ne partiez de rien. Donc, vous pouvez déjà avoir discuté avec un architecte en amont. Donc, si vous avez un projet de réhabilitation de votre copropriété, de votre toiture, il peut être intéressant d'en discuter pour que vous me présentiez votre projet. Ensuite, si je vous dis que le projet peut bénéficier d'aide de l'Agence de l'eau parce qu'il correspond bien aux critères d'éligibilité et aux préconisations de l'agence, je vais vous inviter à continuer le processus, à voter vos travaux en AG. Dès que vous avez voté vos travaux en AG, à consulter les entreprises pour avoir des devis et en même temps à préparer le dossier de demande d'aide financière. Ce n'est pas la peine de le présenter en amont du vote de l'AG, parce que si c'est ne pas voter en AG, vous aurez perdu du temps en préparant un dossier d'aide, et moi j'aurais perdu également du temps en réceptionnant le dossier et en faisant cette instruction qui n'aboutira pas parce que les travaux n'ont pas été votés. Donc une fois que vous les avez votés, vous consultez les entreprises, vous préparez le dossier. Au moment du choix de l'entreprise, vous m'envoyez le dossier qui aura été préparé en amont. Le dossier est relativement simple. Il y a un formulaire de demande d'aide sur le site de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, vous aurez cette présentation, comme ça, vous pourrez aller voir après sur le site de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, le dossier, un formulaire de demande d'aide, les propositions techniques et financières, c'est-à-dire les devis des entreprises, et un petit dossier technique qui aura été préparé en général par un architecte pour une copro. Le dossier technique précise en fait les travaux, l'objet des travaux et la gestion des pluies. Quand je reçois ce dossier, s'il est complet, j'accuse réception et je vous autorise à signer les devis. Et là, vous pouvez démarrer. Mais il ne faut jamais signer les devis
ne jamais démarrer les travaux avant que l'agence de l'eau a accusé réception et a donné son accord. Si vous démarrez les travaux, vous m'envoyez le dossier après, on ne pourra malheureusement plus vous aider, ça sera trop tard. Les aides publiques, on ne peut pas les donner une fois que les travaux ont démarré. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc le processus, vous l'aurez quand vous aurez la présentation. Donc voilà, j'en ai fini. Mon collègue Julien Dibilly va vous présenter d'autres exemples, essayer de vous projeter encore sur votre copropriété. J'ai juste mis une photo de retour d'expérience. Alors, c'est une photo qui se passe au Québec. Vous voyez une cour de copropriété complètement bitumée, étanchée, qui sert entre autres à mettre les poubelles et à faire un peu de vélo, ce qui est très bien. Mais on peut en faire des jardins partagés, juste en enlevant le bitume et en retrouvant la pleine terre qui est juste sous le bitume. Et voilà, donc ces espaces conviviaux, ça peut vous donner d'autres idées. J'en ai fini. Je suis joignable par mail et de toute façon, vous aurez ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur Derieux, pour cette présentation très, très claire. Je pense que ça donne beaucoup de billes aux copropriétaires comment engager des démarches en faveur d'un projet de végétalisation. Et comme vous avez très bien dit, la végétalisation, par exemple, des toitures, c'est une excellente occasion de voir quel est le besoin aussi en termes de rénovation pour éventuellement entamer un diagnostic technique global qui permet de voir quel est le potentiel d'amélioration en termes énergétiques, mais aussi choisir des options pour voir la faisabilité d'un projet de végétalisation. Très bien. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez les aides que vous nous avez montrées, si elles sont susceptibles d'évoluer en 2022? Alors, ce que j'ai montré, c'est les aides de 2022, justement. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, on ne s'attend pas de changement majeur Non, 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 jusqu'à nouvel ordre. non, non. Les aides sont a priori valables jusqu'en fin 2024. Très bien. Voilà. Et là, j'ai une petite question Oui. qui demande, est-ce qu'un copropriétaire peut bénéficier de ces aides s'il s'agit d'une végétalisation de son espace privé? Alors justement, oui, c'est un point que je voulais préciser, j'ai oublié de préciser. En effet, l'agence de l'eau ne peut pas accompagner les particuliers. Donc voilà, donc on accompagnera une copropriété, un particulier qui a un pavillon ou qui a, je ne sais pas, peut-être une extension sur la copropriété et qui veut végétaliser juste sa partie privative, on ne pourra pas l'accompagner. Donc il faut D'accord. qu'il y ait un groupement de copropriétaires pour Mhm. pouvoir apporter des aides. Ok, merci Donc beaucoup. voilà. Monsieur Dibili, à vous pour présenter Espace et les retours d'expérience sur différents projets. Très bien. Ben, merci pour la passation. Donc, je vais partager ma présentation. Donc, voilà, je vais mettre en plein écran. C'est bon, vous la voyez bien? Parfait. Très bien. Donc, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Julien Dibilly. Donc, même si Sébastien Derieux m'a présenté comme son collègue, je ne travaille pas à l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais bien au sein de l'association Espace. Et au sein de cette association, donc, je fais un travail, on va dire, plutôt d'accompagnement, à l'instar de ce que peut faire l'Agence parisienne du climat. Donc, je vais être en lien avec différents types de porteurs de projets pour les aider dans la réalisation de leurs projets, notamment ceux qui sont favorables à la gestion à la source des eaux pluviales. Donc, surtout, on va dire, à peu près toutes les solutions qui ont été présentées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et cet accompagnement est gratuit parce que du coup, mon poste est justement financé en partie par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et d'autres types d'acteurs. Et pour finir, sur l'association Espace, contrairement à l'Agence parisienne du climat, ce n'est pas une association qui fait que de l'accompagnement sur ces thématiques-là. À l'origine, l'association est une association d'insertion euh, professionnelle. Et sur le territoire parisien, l'association est notamment active sur la petite ceinture, avec notamment des chantiers de gestion des espaces végétalisés, des tronçons ouverts de la petite ceinture, notamment sur le 15e et le 14e arrondissement. Donc voilà pour la présentation globale. Donc, je remercie l'Agence parisienne du climat pour cette possibilité d'intervenir. L'idée de mon intervention, c'est d'être quand même complémentaire à celle de l'Agence de l'eau et donc d'essayer de vous apporter quelques éléments complémentaires dans une approche un petit peu plus technique et dans la mise en place de ces différentes solutions et aménagements qui ont été présentés, tout en donnant aussi un regard un petit peu plus large que le point central lié à la gestion de l'eau. Donc, notamment, cette slide met en avant que, outre les enjeux présentés par Sébastien
Dorieux autour de l'amélioration du système d'assainissement et de la qualité des milieux aquatiques, la gestion à la source des eaux pluviales et tous les aménagements et solutions qui ont été présentés, elles participent à d'autres enjeux environnementaux. Elles participent notamment autour de l'eau à la dépollution de l'eau en tant que telle. Parce que lorsqu'on travaille avec des solutions végétalisées, notamment par infiltration, et ben en fait, le sol et la végétation va permettre de dépolluer les eaux de pluie en retenant, en captant les polluants, voire même en les dégradant. Et puis, les autres approches sont davantage tournées autour de l'adaptation au changement climatique, avec l'idée que les nouveaux aménagements développés, en fait, notamment quand on apporte de l'eau dans le sol et qu'on apporte de l'eau à la végétation, en fait, on entraîne ce qu'on appelle du rafraîchissement, parce qu'on permet à la végétation d'évapotranspirer davantage et donc de reproduire, rafraîchir localement la température. Et donc ça, c'est assez important dans un contexte de réchauffement climatique et notamment aussi en ville d'îlots de chaleur urbains. Et puis, on participe aussi à la refonctionnalité des sols, que ce soit en les recréant, mais aussi en leur permettant de mieux fonctionner grâce à l'apport d'eau complémentaire qu'on peut leur apporter, et puis à toute la diversité végétale qu'on peut aussi composer dans ces différents aménagements. Et puis, les avantages de ces solutions sont encore aussi d'autres registres. Ils sont aussi paysagers, parce que des aménagements végétalisés, comme a pu présenter Sébastien sur sa dernière slide, c'est quand même un peu plus joli qu'un enrobé noir unique et très monotone. Et puis, on va avoir des approches récréatives et culturelles aussi de ces types de milieux qui peuvent être super intéressants. Donc, en fait, on est sur des milieux à multiples usages, à multiples enjeux. Donc globalement, quand on parle de gestion à la source des eaux pluviales et pour justement combiner ces enjeux, il y a différentes approches qui sont importantes à avoir en tête, et notamment dans le choix des solutions qu'on mettra en place au sein de sa copropriété ou en tout cas au sein de son projet. C'est-à-dire pour être le plus vertueux possible sur tous ces enjeux, c'est de maximiser les solutions qui sont dites à ciel ouvert. C'est donc vraiment toutes ces solutions qui favorisent la gestion de l'eau via des aménagements et des espaces qui sont végétalisés et à ciel ouvert. Donc, en fait, tout ce qui évite le fait d'avoir des aménagements plutôt enterrés. L'autre possibilité, l'autre intérêt majeur de ces solutions, c'est le côté végétalisation, parce que je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais c'est la végétation, c'est le cœur du poumon de rafraîchissement de la ville. C'est grâce à la végétation, à son capacité d'évapotranspiration, qu'on consomme des calories et qu'on réduit la température atmosphérique. Et puis, l'autre possibilité et l'autre idée de doctrine un peu dans la gestion de la source d'eau pluviale, c'est de maximiser le diffus. L'idée, c'est de ne pas concentrer la gestion et l'infiltration des eaux de pluie en un seul point, parce que ça peut entraîner des problématiques d'inondation et de mauvaise gestion de l'eau. L'idée, c'est vraiment de, dès qu'on peut désimperméabiliser, on désimperméabilise. Et lorsqu'on n'a pas la possibilité de désimperméabiliser, c'est, comme disait Sébastien, de gérer l'eau de pluie au plus près d'où elle tombe, donc dans les espaces verts qui sont à proximité immédiate des surfaces imperméables. Et donc, pour faire le lien à contre-courant, c'est justement l'idée d'éviter un certain nombre de solutions qui ont été installées pendant de nombreuses années, notamment dans la politique hygiéniste qui a été développée au début du XXe sur la Commune de Paris. C'est l'idée de minimiser le recours aux canalisations et solutions enterrées uniquement à la gestion des pluies fortes et de travailler sur justement tous les autres types de solutions pour gérer les petites pluies et les pluies dites plus classiques. Donc, on évite justement de mettre en place des avaloirs et des canalisations majoritairement. On les concentre uniquement là où on en a besoin pour gérer les fortes pluies. Et globalement, quand on parle de gestion à la source d'eau pluviale, et peut-être que des fois des professionnels pourront vous en parler, la réalisation de puisards ou puits d'infiltration ainsi que de bassins de stockage enterrés, ça peut faire partie en fait des solutions dites de gestion à la parcelle des eaux de pluie, parce qu'on garde les eaux à la parcelle et dans un puits d'infiltration, on l'infiltre bien. Par contre, en fait, on reste sur des ouvrages et des solutions qui sont très techniques, qui sont aussi très concentratrices, où on concentre en fait de l'eau de pluie dans de faibles surfaces d'infiltration et dans de faibles surfaces. Et ça peut être particulièrement problématique pour la ressource. Et donc, ça fait aussi partie des solutions qui sont plutôt à essayer d'utiliser dans un second temps, lorsque justement les solutions précédemment évoquées ne sont pas envisageables. Pour finir un petit peu sur cette partie en jeu, il faut savoir que, outre l'idée de gérer les eaux de pluie, enfin déconnecter les eaux de pluie courantes des réseaux d'assainissement pour être éligible aux aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie,
Aujourd'hui, il y a à l'échelle de la ville de Paris ce qu'on appelle le zonage pluvial. Donc ça, c'est le règlement de la ville de Paris vis-à-vis de la gestion des eaux de pluie à l'échelle des parcelles privatives lorsqu'on a la connexion de ces parcelles dans le réseau qui est géré par la ville de Paris. Et ce zonage pluvial, en fait, aujourd'hui, il oblige les copropriétés, mais aussi en fait, c'est-à-dire tous les acteurs, tous les porteurs de projets qui sont amenés à se raccorder aux canalisations d'évacuation des eaux qui sont gérées par la ville de Paris. Il est né aujourd'hui lorsqu'on a des projets neufs, mais aussi des projets de réaménagement. Donc en gros, lorsqu'on fait un dépôt d'un permis de construire ou un permis d'aménager, il est nécessaire aujourd'hui de respecter le zonage pluvial qui oblige en fait d'avoir un abattement. La hauteur d'abattement, donc c'est l'idée d'avoir une hauteur d'eau qu'on gère obligatoirement à la parcelle. Elle varie à l'échelle de la ville de Paris en fonction de différentes caractéristiques qui ont été définies. Donc c'est pour ça qu'on appelle un zonage. Il y a des zones où on a des hauteurs d'abattement qui ont été fixées. Et cette idée d'abattement, eh ben, aujourd'hui, c'est la même chose que ce qu'évoquait l'Agence de l'eau, mais là, lié vraiment au contexte réglementaire. Donc, c'est des choses que vous pourrez retrouver dans vos futurs projets aussi, dans les échanges, notamment avec la ville de Paris. Donc, un petit peu pour changer un peu d'approche dans la présentation et dans l'idée de vous apporter des éléments complémentaires, c'est cette fois de vous présenter ici donc un cas pratique, on va dire, une copropriété qui regroupe les principaux types d'espaces extérieurs qu'on peut retrouver dans ce type de parcelle. Donc, avec un logement, un bâtiment regroupant les logements, donc forcément ceux composant d'une toiture et également donc d'espaces extérieurs qu'on peut avoir, et c'est notamment le cas sur la ville de Paris, des espaces extérieurs sur dalle, parce que dessous on a un parking, parce qu'on a différentes infrastructures qui font qu'on peut avoir des espaces extérieurs, mais pas de pleine terre. On peut avoir aussi, pour ceux qui ont le plus de chance, d'avoir des espaces extérieurs végétalisés, plus ou moins grands. Et puis, dans certains cas, et ça c'est plutôt vrai pour les copropriétés hors commune de Paris, mais d'avoir des parkings extérieurs. Et donc, en fait, on voit dans la situation très classique, une gestion des eaux de pluie, ces différents espaces, qui se fait majoritairement par des avaloirs et des canalisations, et ce, quels que soient les types d'espaces extérieurs qu'on concerne. Et la majorité des espaces végétalisés dont on dispose, ils sont bordurés dans cette idée très classique de séparation des différentes typologies d'espaces. Et alors, bon, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, même si Sébastien Doriol l'a pas mal présenté, mais quelles sont les solutions qui s'appliquent à ces différents types d'espaces? L'idée, c'est de vous les présenter de façon un petit peu zoomée pour voir quels sont ceux qui s'appliquent le mieux aux différents espaces que vous pouvez retrouver au sein de vos copropriétés. Donc, dans la globalité, vous pouvez, en passant assez rapidement, de toute façon, ce diapo vous sera présenté pour pouvoir l'analyser un peu plus en détail, mais vous voyez que là, entre les deux slides, le schéma n'a pas beaucoup évolué, parce que l'idée de la gestion à la source des eaux pluviales, ce n'est pas de tout reprendre le réaménagement extérieur et de tout modifier, mais c'est vraiment de s'appuyer au maximum sur les espaces et l'organisation générale de votre copropriété, et de s'appuyer là-dessus pour développer une gestion des eaux pluviales davantage à la parcelle en minimisant le recours à des avaloirs et des canalisations. Et donc, si on zoome un petit peu, au niveau des espaces, des zones végétalisées de pleine terre, de cheminement, en fait, une des premières approches et des premières potentialités pour gérer à la source les eaux de pluie, c'est de supprimer la borduration qu'on peut retrouver de façon assez majoritaire dans des cheminements qui traversent des espaces végétalisés ou d'autres types de cheminements. Assez classiquement, il y avait des bordures qui empêchaient l'eau de s'écouler dans les espaces verts. Et déjà, une des premières étapes, un des premiers projets qu'on veut faire et à vraiment un moindre coût, c'est de supprimer ces bordures et de permettre à l'eau de s'infiltrer dans les espaces végétalisés. Et si on a des espaces végétalisés relativement grandes, on n'a pas forcément besoin de venir décaisser ou de réaménager ces espaces verts. Ils ont largement la capacité de venir infiltrer les eaux de pluie qui tombent sur des revêtements, sur des cheminements. Et l'idée dans ce type de configuration, c'est de pas forcément suivre certaines préconisations de mettre en place des revêtements perméables permettant d'infiltrer les eaux de pluie directement. Ici, en fait, à moindre coût, la solution qui est la moins onéreuse, c'est justement juste de supprimer les bordures. On peut conserver un revêtement imperméable et laisser l'eau s'infiltrer à proximité. Et sur mon exemple, l'utilisation de revêtements poreux pour des cheminements,
sont davantage intéressants lorsqu'on n'a justement pas d'espace vert à proximité pour infiltrer ces eaux de pluie, ce qui est quand même des situations qu'on peut retrouver assez régulièrement sur la commune de Paris. Et ben là, on a tout intérêt à s'appuyer davantage sur des revêtements poreux, type béton ou enrobé perméable. Ah non. Allez, excusez-moi. Autre possibilité aussi lorsqu'on a des aménagements extérieurs, et de toute façon, Sébastien Doyle l'avait présenté tout à l'heure, c'est de se dire aussi, lorsqu'on a des toitures pour lesquelles on n'aurait peut-être pas la possibilité de les végétaliser, ou alors que la végétalisation ne permet pas d'abattre toutes les pluies, et ben, c'est d'essayer de s'appuyer aussi sur les espaces perméables qu'on a à proximité pour venir du coup décaisser ces espaces verts et faire en sorte que les eaux de pluie du bâtiment viennent s'y stocker et s'y infiltrer. Petite particularité, et ça vous permettra aussi de répondre aux critères d'éligibilité de l'agence de l'eau, c'est qu'il est nécessaire que les écoulements euh, qui proviennent de toitures ou des espaces imperméables qui sont connectés aux espaces d'infiltration se fassent à ciel ouvert. Donc, il n'est pas possible, par exemple, d'acheminer les eaux de la toiture via des canalisations enterrées entre le bâti et l'espace vert infiltrant. Il faut plutôt essayer de s'appuyer sur des cunettes à ciel ouvert, voire des caniveaux-grilles qui permettent vraiment à l'eau de rester à ciel, de circuler de façon la plus naturelle possible. Et puis, autre petite remarque, c'est lorsqu'on vient infiltrer à proximité d'un bâtiment. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle qui impose un certain nombre, enfin, une certaine valeur d'espacement en mètres, notamment pour limiter les risques vis-à-vis du bâtiment. C'est vraiment au cas par cas que cela doit être analysé, donc avec le professionnel que vous sollicitez, mais ça peut être des choses qu'on peut discuter aussi ensemble avec l'Agence parisienne du climat. Et cet espacement est vraiment à définir en fonction de multiples critères et donc vraiment au cas par cas. Et puis, dans le cas où il n'y a pas la possibilité de reculer suffisamment en fait, l'espace d'infiltration du bâti, il y a toujours la possibilité de mettre des géomembranes étanches qui viennent protéger les structures de fondation du bâtiment, notamment lorsqu'on a la présence de caves, pour éviter qu'on ait une infiltration trop importante dans cette partie du bâti. Donc, c'est des choses qui s'appliquent particulièrement. Et donc, l'infiltration n'est pas obligatoirement à éloigner de 5 mètres, comme peuvent vous dire certains professionnels. C'est absolument pas le cas, obligé dans la réglementation et c'est vraiment à définir au cas par cas. Sur la partie aussi qui a déjà été pas mal abordée par Sébastien Doyo, c'est le côté végétalisation du bâti, parce que c'est clair que sur la commune de Paris, c'est vraiment une des fortes possibilités pour vous de gestion des eaux de pluie, c'est de végétaliser la toiture. Donc, en complément de l'approche hauteur de substrat, il est aussi fortement conseillé de mettre en place des bandes stériles autour de vos toitures. Donc, c'est justement ces petits espaces que j'ai laissés en gris autour de la toiture végétalisée, avec cette idée qu'en fait, cet espace-là, il est nécessaire pour permettre par la suite l'entretien et puis aussi l'accès à certaines parties de la toiture sans forcément devoir marcher sur la végétalisation. Et que c'est pas parce qu'on végétalise que les eaux de pluie excédentaires doivent obligatoirement être envoyées au réseau. On peut aussi végétaliser la toiture, mais avec des hauteurs de substrat de l'ordre de 8 à 10 cm, on va être loin de gérer toutes les pluies. On va pas stocker toutes les pluies et évapotranspirer toutes ces pluies. Donc, il peut être aussi intéressant de s'appuyer sur des espaces verts complémentaires, notamment en pied de bâtiment, pour stocker et infiltrer un volume plus important. Et donc là, on augmente le côté vertueux de notre dispositif. Voilà pour ces espaces. Puis, ici, petit complément aussi, lorsqu'on est davantage sur des espaces de type dalles ou cours sur dalles que vous pouvez trouver aussi à proximité de votre bâti, il est aussi tout à fait possible de s'appuyer sur les bacs plantés ou sur les espaces végétalisés sur dalles qu'on peut avoir pour gérer les eaux de pluie d'une partie des surfaces imperméables. Parce que chaque centimètre de hauteur de sol a une capacité de stockage en eau. Et puis, lorsqu'on le végétalise, on a une capacité d'exportation de cette eau via l'évapotranspiration. Et donc, on peut avoir un abattement non négligeable des eaux de pluie de ces surfaces imperméabilisées, à condition qu'on ait des hauteurs de substrat suffisantes. Et généralement, lorsqu'on est sur des dalles au-dessus de parking, on a des capacités de portance qui sont assez importantes. Et donc, on a la possibilité de faire des choses assez intéressantes et de pouvoir aussi mieux gérer les eaux de pluie sur ce type d'espace-là.
Et là, je passe très vite parce que de toute façon, sur Paris, ce cas-là est beaucoup moins fréquent. Mais il y a aussi la possibilité de mieux gérer les eaux de pluie au niveau des parkings extérieurs. Et donc, dans ce cas-là, il y a vraiment différentes solutions qui peuvent s'appliquer. Les plus simples, ça reste lorsqu'on a des pentes qui vont en direction d'espaces verts, et ben, c'est de supprimer la bordure ou alors de mettre des bordures ajourées pour permettre à l'eau de venir se stocker, s'infiltrer dans les espaces verts comme ici. Ou alors, c'est d'utiliser des revêtements perméables au niveau des places de stationnement. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent être combinées ou en tout cas qui peuvent être réfléchies. Attention tout de même, lorsque vous avez des stationnements qui sont de relativement longue durée, donc sur plusieurs jours, notamment lorsqu'on a peu de turnover de véhicules, les revêtements végétalisés ne sont peut-être pas forcément ceux qui sont les plus préconisés parce que vous allez avoir des problématiques de pousse et de développement de la végétation. Et à l'opposé, vous avez aussi de forts turnover de véhicules, donc beaucoup de rotation, là aussi la végétation risque de mal supporter ces fortes fréquences de piétinement et de roulement. Donc c'est plutôt à éviter. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux mettre des pavés à joints gravillonnés ou des dalles béton gravillonnées, par exemple. Ça convient très bien à ce type de configuration. Voilà, donc à la suite de cette présentation un petit peu schématique, je continue avec quelques slides finales avec l'idée de vous présenter davantage des illustrations concrètes d'aménagement et de solutions qui ont été faites. Donc, elles n'ont pas toutes été sur des aménagements liés à des copropriétés. Des fois, c'est sur des espaces publics ou des petits espaces, mais en tout cas, c'est des solutions qui peuvent clairement être dupliquées à l'échelle de vos projets. Lorsqu'on est du coup sur des cours ou des places plutôt vraiment en lien avec dessous de la pleine terre, donc pas sur dalles de parking ou d'autres infrastructures, là on est vraiment sur une possibilité de combinaison assez importante en termes de solutions. Lorsqu'on a besoin de conserver des espaces relativement minéraux, deux types d'approches, c'est de passer soit par des revêtements poreux, comme ça a été fait dans le cadre de ce projet, où là en fait c'est un béton poreux où l'eau de pluie peut s'infiltrer directement au travers de ce matériau-là et permettre un usage à assez forte fréquence d'utilisation vis-à-vis des piétons, parce qu'ici on est sur une place. Sinon, l'autre possibilité, c'est de travailler à une combinaison des deux types de revêtements. C'est de conserver des revêtements imperméables et d'utiliser les espaces végétalisés à proximité pour infiltrer et stocker les eaux de pluie. Ça, c'est clairement la solution qui est la plus intéressante dans le sens où c'est là où on va avoir le meilleur approche en termes de rafraîchissement parce qu'on va avoir une forte végétalisation et en plus des apports d'eau complémentaires à cette végétalisation qui va donc être particulièrement efficace pour rafraîchir localement les eaux de pluie. Et puis, autre possibilité, c'est aussi de mixer dans les espaces où on a des fréquences de passage un peu moindres, mais on aurait besoin, notamment pour l'accès PMR, de conserver certains revêtements minéraux, c'est de combiner revêtements minéraux et végétalisation grâce à des pavés à joints enherbés, par exemple. Petite approche aussi technique, c'est que les revêtements perméables que vous retrouvez sur le marché aujourd'hui, que ce soit béton, enrobé ou résine poreuse, on est sur des porosités extrêmes. On est sur des matériaux qui infiltrent énormément. Et on sait aujourd'hui, via des études qui ont été réalisées, que même lorsqu'ils sont colmatés à 99%, on infiltre 200 mm de pluie en une heure. 200 mm de pluie en une heure, c'est des pluies qui n'existent pas encore aujourd'hui en Île-de-France. À savoir qu'à Paris, en moyenne, à l'année, il tombe 600 mm de pluie. Enfin, 650 mm de pluie. Donc, vous voyez la capacité d'infiltration que ça peut avoir, même colmaté à 99%. Donc, vous retrouverez sur ces slides quelques éléments complémentaires, notamment pour vous aider dans le choix des techniques, et puis aussi dans quelques échelles financières et des échelles d'entretien. Attention, ça reste des données qui sont à prendre avec des pincettes, c'est vraiment des fourchettes, et vraiment en fonction des contraintes et des caractéristiques de votre projet, on peut être sur des différences de prix assez importantes. Sur les parties toiture et cours sur dalle, parce que là, c'est vrai qu'on est vite sur des projets qui vont nécessiter une ingénierie, une complexité un petit peu plus importante. Là-dessus, en termes de végétalisation de toiture, on a différents types de noms de végétalisation qui sont été définis en fonction de la hauteur de substrat. On parle de toiture extensive lorsqu'on est sur des hauteurs de substrat de l'ordre de 10 cm ou moins. On est sur des toitures dites semi-intensives sur des toitures entre 10 et 30 cm de hauteur de substrat et intensive lorsqu'on est sur des toitures à plus de 30 cm de substrat. Forcément, plus on augmente la hauteur de substrat, plus on augmente le poids du système. Donc, effectivement, ça va nécessiter de connaître la capacité de portance. C'est pour ça que ça peut être intéressant de faire des études de portance. Donc, ce n'est pas très onéreux, c'est autour de 2 000 €. Et d'autant plus que l'Agence de l'eau Seine-Normandie peut
inclure, en tout cas apporter une subvention à hauteur de 50% sur ce type d'études parce qu'ils vont participer à la végétalisation de l'espace et donc à une amélioration de la gestion de l'eau. Autre possibilité, autre élément intéressant, c'est que lorsqu'on est sur des aménagements, donc ici on est sur le parvis de la Défense, donc en fait dessous on a le RER A, donc en fait dessous on a une dalle. Et pourtant, on a des espaces végétalisés et on a aussi des cheminements imperméables qui permettent de se déplacer. Et en fait, on voit ici que les espaces imperméables et les espaces perméables, ils ne sont pas bordurés. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Et on a bien une gestion de l'eau de pluie qui se fait, des eaux qui ruissellent sur ces surfaces-là via les espaces végétalisés et les hauteurs de substrat qu'on a mis en place. Et ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à dupliquer à l'échelle de vos aménagements. Ça, on veut donc dire qu'on peut gérer aussi une partie non négligeable des pluies, même sur dalle, grâce aux capacités de stockage. Et ici, vous retrouvez quelques données, alors très théoriques, mais de capacité. On voit que lorsqu'on a des hauteurs de substrat qui commencent à devenir intéressantes de l'ordre de 50 centimètres, mais on n'est pas non plus sur des hauteurs extrêmement importantes, et bien on est déjà capable, en fait, 1 mètre carré de surface végétalisée avec 50 centimètres de hauteur de substrat, c'est capable de gérer 32 litres d'eau. Et 32 litres d'eau, c'est largement au-dessus des 8 litres d'eau qui sont à gérer pour une pluie courante. Donc, vous voyez, la capacité, un espace végétalisé sur dalle peut avoir des capacités de stockage complémentaires permettant de gérer des surfaces imperméables à proximité. Donc là aussi, vous retrouverez des échelles de coûts, notamment au niveau de la partie toiture végétalisée. Et puis, attention tout de même, c'est que dès qu'on augmente les hauteurs de substrat, eh ben, on augmente forcément aussi les besoins et les fréquences d'entretien, parce qu'on va être sur des végétations différentes, notamment des végétations qui vont être nécessiter un peu plus d'entretien, à savoir que l'entretien d'une toiture végétalisée, elle a surtout pour but d'éviter le développement d'espèces ligneuses lorsque ça n'a pas été pris en compte, parce que les espèces ligneuses, donc notamment les arbres, sur des toitures de faible épaisseur de substrat, ça peut avoir une vraie problématique pour la structure du bâti. Donc voilà, l'entretien d'une toiture dite extensive de l'ordre de 8 à 10 centimètres, l'entretien il est juste là pour éliminer le développement de plantes adventices de type arbre ou arbuste. Autre possibilité au niveau des toitures des bâtis, c'est la récupération des eaux pluviales. Et donc là, en termes de dispositifs, on va avoir deux grands choix. Soit on a des dispositifs aériens, donc soit des cuves en façade. Donc soit on va être sur des cuves assez classiques que vous pouvez voir, des cuves en PVC, en pied de façade, ou alors on a aujourd'hui des dispositifs un petit peu plus nouveaux qui sortent sur le marché. Ici, on est sur une résidence de Paris Habitat, donc dans le 10e arrondissement où en fait, vous voyez, c'est la descente d'eau pluviale qui sert aussi d'élément de stockage et d'utilisation avec un robinet qui est mis en place en permanence. Donc ça peut être aussi une vraie possibilité de gestion des eaux de pluie et de réutilisation. Et puis, il y a aussi tout l'autre grand panel de cuves de récupération, ce sont tout ce qui est plutôt les dispositifs enterrés et qui peuvent être pratiques lorsque on a la place en souterrain pour mettre en place ce type d'aménagement. Attention toutefois, vraiment le fort conseil que je vous apporterai vis-à-vis de ces dispositifs, c'est bien de mettre une cuve de récupération des eaux de pluie, mais il faut avoir un usage. Parce que si vous n'avez pas d'usage de l'eau que vous stockez, cela ne sert à rien. Votre cuve va être très très rapidement pleine et donc vous allez avoir un système après tout à fait classique de trop-plein au réseau d'assainissement de l'eau qui ne pourra plus être stockée. Donc si vous voulez stocker de l'eau de pluie, il faut vraiment avoir identifié un ou plusieurs usages. Là, c'est encore mieux. Et en termes d'usage, ça peut être l'arrosage, l'entretien des parties communes, voire même une utilisation à l'intérieur des logements. Mais là, ça nécessite de mettre en place un double réseau et on n'est pas du tout sur le même coût d'aménagement. Et puis, autre aussi petit conseil pour finir, c'est là où vous mettez votre cube, faites en sorte qu'elle est dans un lieu accessible parce que toutes les parties de la copropriété sont peut-être pas forcément très accessibles. Et si vous le mettez dans une zone où il peut être assez difficile d'accès, votre cube ne sera pas utilisée et elle n'aura aucun effet sur la gestion. Et pour finir, au niveau des places de stationnement, mais là, on est sur des types d'aménagements qui sont relativement rares sur la commune de Paris. Donc là, vraiment, cette combinaison évoquée tout à l'heure, que ce soit en termes de revêtement perméable, donc là, vous voyez ici ce que peut rendre des dalles béton poreuses gravillonnées. Donc on a quand même sur un esthétique qui est intéressant, mais on n'a pas de végétalisation, donc une baisse de l'effet rafraîchissement. Et puis sinon, on va avoir des dispositifs davantage végétalisés, voire une gestion plus classique où on conserve des enrobés imperméables, mais on vient stocker et infiltrer les eaux de pluie dans les espaces perméables qu'on dispose à proximité immédiate. Et donc là, il y a vraiment plein de duplications possibles. Et aussi, pour éviter cette question-là,
les hydrocarbures aujourd'hui produits par les véhicules sont beaucoup moins importants que ça a pu être le cas par le passé. Et on sait aujourd'hui que les dispositifs végétalisés, notamment, vont avoir une bonne capacité de stockage et de dégradation en fait, de ces hydrocarbures directement grâce aux micro-organismes du sol. Et là-dessus, en fait, on a des systèmes qui sont plus efficaces, plus efficients et plus performants qu'un renvoi au réseau ou même des séparateurs à hydrocarbures. Voilà pour ma partie. Donc, on va pouvoir passer aux questions pendant une vingtaine de minutes. Et puis, en termes d'accompagnement de mon côté, je pense que le plus intéressant sur la Commune de Paris, bah, c'est si vous avez des questions lors de la réalisation de vos travaux, bah, c'est de passer par vos conseillers d'arrondissement de l'Agence parisienne du climat qui, par la suite, pourra revenir vers moi pour des questions un petit peu plus pointues, un peu plus techniques sur ce sujet, ou alors aussi pour la mise en relation avec des collectivités qui auraient pu mettre ce type d'aménagement ou tout autre besoin. Voilà, merci pour votre écoute. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Dibili. C'était également très, très clair. On a là plein d'éléments très concrets sur comment faire, encore plus concrets. Effectivement, j'invite donc les participants, si vous souhaitez, c'est le moment de poser vos questions dans le chat. Euh, Là, je viens de voir qu'il y a une question qui vient d'être répondue. N'hésitez pas, Monsieur Dibili et Derieux, de prendre le micro pour répondre aux questions. Comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas ouvert le chat, ils peuvent voir les réponses directement. Donc, cette question portait sur est-ce qu'il faut qu'on reste à ciel ouvert? Oui, donc j'ai répondu, en fait, la gestion, comme on dit, à ciel ouvert, ce sont pour les petites pluies. Donc les petites pluies, elles doivent être gérées à ciel ouvert, envoyer les petites pluies vers des espaces infiltrants, que ce soit végétalisés ou non. Et les excédents, les fortes pluies, peuvent, elles, être envoyées dans les cuves enterrées. Les cuves enterrées peuvent également servir à la réutilisation des eaux. Comme l'a montré Julien Dibili, ça peut servir pour l'arrosage, le nettoyage. Donc ça, c'est également une des solutions. Mais il ne faut pas que ces cuves soient trop petites pour ne pas qu'elles soient tout le temps pleines et que les eaux repartent directement au réseau. Donc en général, ça sert plus pour les excédents ou vraiment pour une utilisation presque quotidienne, pour Mm. être certain d'avoir un volume de stockage suffisamment important pour ne pas que les eaux aillent au réseau. Tout à fait. En fait, vraiment, l'idée, c'est que ces solutions-là, elles viennent dans un second temps, dans un troisième temps. C'est vraiment en fait des solutions complémentaires. Il faut vraiment partir du principe que quand vous réfléchissez aux aménagements que vous pouvez faire, il faut partir majoritairement se dire mais qu'est-ce que je peux faire de végétalisé à ciel ouvert, de perméable avec de la pleine terre. Et puis, par contre, bah, peut-être sur tout ou partie de votre projet, ça ne sera pas possible de s'appuyer sur ces solutions-là. Et donc, c'est là où on s'appuie sur des solutions complémentaires. Et les cuves enterrées ou les bassins tampons enterrés peuvent être une des solutions applicables. Mais clairement, cela doit venir dans un second, dans un troisième temps. Et le mieux, c'est que ces solutions-là n'arrivent jamais. Moi, j'avais aussi une question sur les cuves, donc le cas où il y a un trop-plein. Est-ce que vous avez déjà vu des exemples, par exemple, mutualisation, où il y a une cuve dans une copropriété qui fait bénéficier de l'eau, déverser de l'eau dans un parc ou dans une copropriété voisine qui a un espace végétalisé, ou ça, C'est compliqué parce que c'est une question de responsabilité de maître d'ouvrage. Le propriétaire ne peut pas déverser ses eaux sur la parcelle de quelqu'un d'autre. Mm, mm. Donc voilà, c'est plus en termes de responsabilité, d'entretien, de financement que ça ne se fait que très peu. Ouais, c'est ça. Par contre, au sein de sa propre collectivité et au sein de ses propres espaces, mettre en place une cuve de récupération des eaux de toiture et renvoyer le trop-plein de cette cuve vers des espaces verts de la copro, ça, par contre, c'est totalement faisable et au contraire, c'est vraiment conseillé. Parce que là, vous vous assurez d'avoir du volume d'eau de pluie pour vos différents usages. Par contre, même si bah, pendant un moment, vous n'utilisez pas cette eau-là et que votre cuve est pleine et qu'il y a un événement pluvieux qui arrive, bah, au moins l'excédent de pluie n'ira pas dans le réseau, mais ira bien s'infiltrer dans les espaces végétalisés à proximité. Donc là, on est vraiment sur le cycle le plus vertueux possible. On stocke pour utilisation et en plus, l'excédent, on l'infiltre. Donc là, c'est vraiment un projet parfait. Alors, il y avait une question tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai répondu, je ne crois pas, j'ai fait une fausse manipulation sur les murs végétalisés. Alors, ce ne sont pas des solutions que l'agence de l'eau va financer, parce qu'en fait, ça ne capte que très très peu d'eau
pluviales, les murs végétalisés. Et par contre, ça consomme énormément d'eau du réseau, parce qu'il faut les entretenir, il faut les arroser. Donc, ce ne sont pas des solutions que l'agence de l'eau va pouvoir vous subventionner. Par contre, l'agence de l'eau, en fait, dans certains cas, la combinaison possible, c'est que l'agence de l'eau, elle peut financer, par contre, la cuve de récupération des eaux de la toiture, par exemple, et dans l'instar de ce qu'on a évoqué aujourd'hui, et par contre, que l'utilisation de l'eau de cette cuve soit pour l'arrosage, justement, du mur végétalisé. Dans ce cas-là, l'agence de l'eau va pouvoir financer la partie cuve. Elle ne financera pas la partie végétalisation du mur, mais au moins dans le projet global, l'agence de l'eau pourra intervenir au moins sur la partie de la récupération de l'eau de pluie et de l'arrosage du dispositif. Attention toutefois, pour l'agence de l'eau, elle nécessitera aussi qu'il y ait un usage complémentaire à l'arrosage, notamment soit par un trop-plein, un envoi du trop-plein dans un espace vert ou un usage complémentaire style entretien des parties communes qui est plus durable dans l'année. Parce que l'arrosage d'un mur végétalisé, l'hiver, il y en a moins besoin. Ok, et ça me donne envie de rebondir sur une question qu'on avait eue tout à l'heure sur la possibilité de végétaliser les toitures en pente. Et donc, je me demandais notamment, est-ce que cette récupération est encore plus pratiquée lorsqu'on a des toitures qui sont plus difficiles à végétaliser? Bah, complètement, c'est vrai que en plus c'est des caractéristiques de toiture qu'on peut retrouver assez classiquement sur la ville de Paris. Oui, en effet, lorsqu'on a des toitures pentes, notamment avec des pentes relativement importantes, l'idée d'être plutôt sur des dispositifs de récupération des eaux de pluie, on sera sur des solutions moins onéreuses et plus facilement, enfin, qui sont plus faciles à installer et aussi plus faciles à entretenir. Parce que la problématique des toitures végétalisées en pente, c'est l'entretien. Là, ça nécessite de faire intervenir des entreprises spécialisées en encordé. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes coûts et les mêmes besoins. Mais la végétalisation des toitures en pente est totalement faisable. Et dans Paris, il y a quelques grands exemples mythiques comme la salle de concert de l'Accor Hotel Arena ou dans les Hauts-de-Seine au niveau de la scène musicale ou sur l'île Seguin où on a végétalisé des toitures avec des pentes non négligeables. Très bien. Et est-ce qu'en fait la nature de la végétalisation, le choix des végétaux va jouer sur la capacité d'absorption ou c'est juste comment dire, la hauteur du substrat qui joue? Non, les deux jouent, en effet, la hauteur de substrat, mais un substrat nu va moins filtrer, va Mhm. stocker et va pas évaporer. Donc, en fait, la végétation, ce qu'on préconise, c'est de varier le type d'essence, mettre du sédum, mettre des graminées. Donc, plus on a de substrat, plus on peut varier le nombre d'essences qu'on plantera en toiture. Et il y aura toujours, je dirais, il y a celles qui vont résister plus à la sécheresse, d'autres aux périodes humides. Donc, voilà, donc, plus on met de types de végétation, mieux c'est pour infiltrer, évapotranspirer en fait les eaux de pluie. Mhm. Et là, je pense que ça répond aussi à l'enjeu de la biodiversité parce que c'est de Tout à plus en plus un sujet qui est Exactement, recherché tout à fait. Voilà. par la ville de Paris de mettre en avant, de favoriser la biodiversité. Très bien, merci. Et là, il y a une autre question. Est-ce que c'est possible, légal, d'utiliser l'eau de pluie pour nettoyer les parties communes? Et est-ce que cela nécessite un dispositif important, coûteux? Alors, pour nettoyer les parties communes d'une copropriété, c'est possible. Les seules restrictions, en fait, aujourd'hui de l'Agence régionale de la santé, c'est pour les usages fréquentés par la petite enfance ou par les personnels sensibles. Donc, c'est-à-dire Mhm. par exemple, dans une école maternelle, on ne peut pas réutiliser les eaux de pluie pour laver, pour arroser un potager. Voilà. Mais dans une copro, tout à fait. C'est complètement envisageable. Et pour ça, vous pouvez vous référer à l'arrêté d'août 2008 qui définit en fait les caractéristiques de toiture pour lesquelles on a le droit ou pas le droit de récupérer les eaux pluviales. Par exemple, on n'a pas le droit de récupérer les eaux de pluie des toitures en plomb ou des toitures amiantées, ce qui paraît assez logique. En effet, en termes d'usage, on est quand même assez, sur des toitures métalliques ou type tuile, là, on a vraiment des usages qui sont assez larges parce qu'on a des eaux qui sont relativement peu polluées et donc pour lesquelles on a vraiment une multiplicité d'usages assez intéressante. Il n'y a aucun souci pour l'utilisation dans les situations qui avaient été évoquées dans la question. Très bien, merci. Une autre question à propos d'une une copropriété pardon, qui va faire des travaux en janvier et donc dans la cour, ils vont démonter les pavés et imperméabiliser
et remontage des pavés. Et la question, c'est est-ce que ce laps de temps très court suffira-t-il pour insérer des joints végétalisés entre les pavés? Je suis pas complètement sûre de comprendre la Alors, question. si j'ai bien compris, aujourd'hui, Parfait. c'est pavé avec des joints imperméabilisés. Vous comptez la démonter pour refaire sans doute les joints ou refaire le pavage. Je dirais qu'il y a le temps de mettre des joints végétalisés à la place d'un joint imperméabilisé, mais je dirais qu'en même temps, il n'y a pas le temps parce qu'il faudra quand même faire une étude de sous-sol et s'assurer de ce qu'il y a sous la cour. Parce qu'en général, dans les bâtiments parisiens, dans les copros parisiennes, il y a souvent des sous-sols, des caves, des parkings, donc on ne peut pas forcément infiltrer les eaux pluviales directement sans s'assurer Mm. des fondations et de la présence des réseaux souterrains. C'est pour ça que les études préalables sont toujours nécessaires quand même avant de faire des travaux d'infiltration. Donc, vous dites que est déjà faite et vous savez du coup ce qu'il y a. Enfin, c'est vrai que là, c'est difficile vu qu'ils ne peuvent pas répondre directement, mais éventuellement, si vous pouvez l'écrire. Mais oui, je rejoins totalement la réponse de Sébastien Dorion. Après, je pense que vous pouvez revenir Ouais, Faire vers la PC. oui, ou vers Monsieur Dibili pour faire une étude de cas plus approfondie. tout à fait. Euh, Sinon, moi j'avais une autre question concernant les permis d'urbain. Est-ce qu'il y a des démarches à faire auprès de l'urbanisme pour des projets purs de végétalisation? Parce que quand il y a un projet de rénovation, je sais qu'évidemment il faut faire une déclaration préalable, mais est-ce que pour des projets de végétalisation, c'est nécessaire de... Je crois qu'il faut déposer un permis de construire auprès de la ville de Paris, sauf erreur de ma part, qui Mm. donne l'autorisation pour que ça respecte justement le zonage pluvial. Ouais, D'accord. puis Faudrait parce que vérifier. je pense qu'il doit y avoir aussi de l'application peut-être d'autres parties du plan local d'urbanisme ou d'autres parties liées à l'urba. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un permis de construire, c'est plutôt un permis d'aménager Oui. qui va être lié vraiment dans l'idée déjà de l'existant, où on reprend un peu le réaménagement des espaces extérieurs. Mais normalement, c'est le cas de pas mal de projets où on restructure les espaces extérieurs notamment lorsqu'on retravaille les différents espaces, rien qu'un parking, une dalle, ça doit déjà faire l'objet d'un permis d'aménager. Ce n'est pas vraiment que la végétalisation qui le nécessite, quoi. Mhm. Et est-ce qu'il y a des contraintes au niveau de la hauteur des plantations qui vont être choisies ou ça dépend ce que l'étude va préconiser peut être utilisé? C'est Des pas en contraintes termes de urbaines. plantation, c'est plus en termes d'épaisseur de substrat, de pleine terre dans les espaces en fait. Plus en termes de D'accord. portance, Mhm. Bah, de ça en fait. si vous êtes en pleine terre, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'aménagement particulier dessous, bah là, en fait, vous faites un peu ce que vous voulez, quoi. Par contre, Même des arbres, hein, des arbustes, des arbres, voilà. des arbres, ça peut être un peu particulier. Et attention aussi sur Paris, et notamment ça vous pourrez le retrouver au sein du zonage pluvial, mais on pourra transmettre à l'Agence parisienne du climat une petite liste de documents intéressants, notamment pour la végétalisation des toitures et l'infiltration. Attention, à Paris, il y a quand même certaines parties, notamment le nord-est, qui est sur des zones de gypse ou des zones de carrière. Et là, il faut faire très attention à la concentration de l'infiltration. Donc là, typiquement, c'est une zone où les puits d'infiltration, c'est à proscrire plus plus. Parce qu'en fait, là, vous êtes sur des roches qui vont avoir tendance à se dissoudre relativement rapidement si les eaux de pluie sont concentrées. C'est-à-dire que si vous avez un espace vert où il y a juste l'eau de pluie qui tombe dessus, qui s'infiltre, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous infiltrez sur des petites surfaces, beaucoup de surfaces imperméabilisées, là, on peut avoir des problèmes de poches de dissolution et de la déstabilisation de sol. Vous le verrez, c'est bien mis en avant sur le zonage pluvial de la ville de Paris, la zone qui est concernée justement par cette présence de zones de potentiel de gypse. Ok, merci. Une autre question concernant les nouvelles constructions. Et donc, est-ce qu'elles sont soumises à la gestion des eaux de pluie? Est-ce qu'elles doivent contribuer? Est-ce qu'il y a... Sur la ville de Paris, Absolument. justement, elles doivent respecter le zonage pluvial. Il y a Ouais. une autorisation de permis de construire qui, lui, passe entre les mains du service eau et assainissement qui gère cette gestion des eaux de pluie. Exactement, et vous verrez sur le site de la ville de Paris, donc ça on pourra le joindre aussi, mais sur le plan pluie, le site qui s'appelle Plan pluie de la ville de Paris, enfin la page, vous retrouverez tout en bas justement le document à télécharger et à remplir pour expliciter comment vous gérez les pluies dans votre projet de construction, et c'est le même pour les projets de réaménagement. Et donc vraiment, vous devez détailler comment vous gérez les pluies, et justement, vous devez respecter le fameux zonage d'abattement.
que j'explicitais un petit peu tout à l'heure et qui peut différer d'une zone à l'autre de Paris, mais on est globalement autour de 8 millimètres. Ok. Alors pour Monsieur Bougot qui a complété sa réponse, la perméabilisation déjà prévue, je l'invite quand même à se tourner peut-être vers l'APC pour présenter son projet, pour en parler plus clairement, parce que malheureusement sur le chat c'est Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous approchons progressivement vers la fin du webinaire, si ce n'est pas le cas. J'en profite quand même pour répéter que dans le chat, donc dans la discussion, vous allez trouver le lien vers le questionnaire. Donc, je vous invite à le compléter, s'il vous plaît. Donc, d'une part, comme ça, nous allons avoir votre retour sur le webinaire et aussi, en ayant votre mail, je vais vous envoyer ensuite un mail avec notamment les présentations, les diapositives et aussi certains liens dont nos intervenants nous ont parlé, donc des ressources complémentaires. Donc peut-être un petit mot de la fin concernant donc les différentes perspectives. Donc, comme j'ai dit à l'introduction, l'Agence parisienne du climat, nous accompagnons des projets globaux. Moi, je vous encourage vraiment, même si vous êtes au tout début de votre projet, de vous inscrire. Quand je parle de projet, ça peut aller, comme j'ai dit, de la mobilité, la rénovation, bien évidemment, la végétalisation, donc tout ce qui touche à la transition. N'hésitez pas à vous inscrire sur Coach CoPro et ensuite, le conseiller de l'arrondissement peut vous aiguiller vers les bons dispositifs, les bons interlocuteurs. Donc, c'est très important et toujours avoir cette vision. Est-ce qu'à l'occasion d'un projet, par exemple de végétalisation, on peut entraîner un projet un peu plus global et ambitieux? Donc, comme je disais, la ville de Paris subventionne à la hauteur de 5 000 € les diagnostics techniques globaux, dans le cadre duquel vous pouvez faire une étude, par exemple, de végétalisation. D'ailleurs, une question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que les aides sont cumulables? Donc, la réponse vient de tomber, c'est oui. Donc, vous pouvez bénéficier de ce chèque de 5 000 € plus une aide complémentaire pour tout ce qui est étude végétalisation qui sera fait dans le cadre du DTG. Après avoir le niveau d'approfondissement, parce que le diagnostic technique global, je précise, c'est quand même un état des lieux, on n'est pas en conception. Donc là, il faudrait voir un peu comment ça pourrait s'articuler. En tout cas, sachez qu'il y a aussi une subvention de la métropole du Grand Paris pour la phase conception d'un projet global de rénovation. Évidemment, c'est nécessaire d'avoir un volet énergétique, hein, même avec très ambitieux. Dans ce cas-là, ces 10 000 € peuvent être mobilisés et à l'occasion de cette conception, voire aussi pour un projet de végétalisation, bien évidemment. Voilà, donc je vous invite, je remercie d'abord nos intervenants pour ces présentations très claires et très intéressantes. Je remercie aussi tous les participants de nous avoir écoutés et d'être restés jusqu'à la fin. Et je vous invite à continuer à suivre l'agenda des événements de l'Agence parisienne du climat parce qu'on organise très régulièrement des webinaires. Je précise aussi que si vous voulez, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver des webinaires passés de 2020 où notamment des professionnels avaient intervenu sur la question de la végétalisation. Donc là, c'est beaucoup plus axé offre de services de ces professionnels, mais ça répond à certaines questions qu'on a évoquées aujourd'hui sur la végétalisation. Et donc, abonnez-vous à la newsletter en complétant notamment le questionnaire. Vous allez pouvoir cocher si vous voulez être abonné à notre newsletter. Voilà, et sur ce, donc, je vais... merci à vous, Lisa. Et donc, sur ce, je vais clôturer ce webinaire en vous remerciant encore une fois. Et donc, je vous enverrai un mail à tous les participants avec les ressources dont je vous ai parlé. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup Merci. pour Merci, au votre revoir. écoute. Merci. Au revoir.